M. Félix Tshisekedi ayant la signature, il pensait être plus populaire, mais il a pu recruter d'autres forces pour constituer ce que lui considère comme l'union dite sacrée. Il ne suffit pas seulement de dire tel est occupant, tel est collabo. Que faites-vous au-delà de ça? Et nous avons aussi insisté sur le fait qu'il faut qu'il y ait une offre politique qui soit adaptée à nos réalités. Voilà, à la guerre de l'Est, comment voyez-vous qu'on peut terminer? Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse en finir? Je suis surpris que quand vous parlez de la situation du pays, vous ne commencez pas par les génocides. Parce que ici en Belgique, nous avons déclaré qu'au mois d'août, le 2, nous fêtons les génocides congolais. Nous pleurons, nous déplorons. Pour vous rendre compte qu'apparemment tout le Congo est déjà dans l'idée d'une révolution. Mais l'obstacle, c'est Kinshasa. Tout le monde est dans l'idée de la révolution. L'obstacle, c'est Kinshasa, parce que c'est une grande agglomération où il y a beaucoup de cultures et où on a tribalisé le raisonnement. Cette révolution est prônée depuis un certain temps sans aucun fruit. Mais vous n'avez pas peur de ce que si cette révolution arrivait un jour, que vous perdiez le fil conducteur de cette même révolution? Il y a quand même des lois. On ne peut pas arriver aux élections comme ça sans diplôme. Je ne comprends pas comment est-ce que vous n'insistez pas, comment est-ce que vous ne mettez pas le doigt dessus pour stopper, vu qu'il y a déjà un vol Félix est en train de préparer un vol, je veux dire. Pourquoi est-ce que vous n'insistez pas simplement sur le fait qu'il ne peut pas être candidat président et le bloquer là? En référence à ce que vous disiez il y a de cela plusieurs années. Il y a des citations dans des débats où on parle de ce que Mwanda avait dit, de ce que Odombo avait dit, de ce que tout ce que vous avez dit. La plus grande faiblesse que vous avez la capacité de déceler les faiblesses de l'autre, mais vous n'avez pas la capacité d'apporter une alternative. La loi dit qu'il faut avoir la majorité, 18 ans révolus. Vous voyez un bébé porté par une maman irresponsable. Vous prenez le bébé en photo, vous l'enregistrez et puis vous dites que vous allez les extirper du fichier. Mais qui nous garantit que le fichier sera bien nettoyé? À quelques mois de la présidentielle 2023, on voit les deux camps se dessinent clairement, le camp l'Union sacrée, et puis les autres, les Katumbi, Fayulu, Matata Mpogno et des listes sans je crois. Vous ne prenez pas position, on ne comprend pas. Vous créez un parti politique, vous refusez de vous plonger et vous criez au loup avant même que les choses puissent commencer. C'est-à-dire que la population commence à prendre conscience, mais ce qui nous manque, c'est l'organisation adaptée à cet objectif. Et vous ne limitez pas seulement à combattre ceux qui font mal, arrivez aussi à apporter une vision en termes d'alternative. Désirez avoir le pouvoir. Du côté de l'opposition classique, c'est-à-dire ceux qui sont dans la continuation de la pratique tshisekedienne et consorts, ils s'organisent aussi à leur niveau. Mais ce qui est surprenant, ceux qui pensent différemment vivent de manière éparse. Dans la désignation de membres de la CENI, ceux qui sont au pouvoir se sont décidés de choisir les personnes de leur choix. C'est déjà un problème. On fixe la norme dans la loi. Cette loi a été faite de manière mécanique et le grand débat n'a pas eu lieu. C'est comme si l'objectif pour vous, c'est la révolution. Non. L'un des objectifs. Comme ça, on va orienter autrement les choses. Je suis convaincu que la révolution est possible. Merci. Ceux qui participent au processus électoral aujourd'hui, ils commettent une erreur pour vous. Pour vous rendre compte qu'apparemment tout le Congo est déjà dans l'idée d'une révolution. Mais l'obstacle, c'est Kinshasa. Tout le monde est dans l'idée de la révolution. L'obstacle, c'est Kinshasa, parce que c'est une grande agglomération où il y a beaucoup de cultures et où on a tribalisé le raisonnement. C'est possible d'enclencher l'article 64.
Cornelis Landou, agence congolaise de presse et rédacteur en chef de Onesh Africa. Très honoré. Merci. Je crois qu'on s'est croisé à Kinshasa sur votre rue. Oui, oui. Oui. Alors, ma première question est relative à votre séjour. Pendant votre exposé, vous avez été assez muet sur le séjour que vous venez d'effectuer, alors que vous êtes là depuis au moins deux semaines. Vous n'avez parlé que d'un seul point, celui de la rencontre à l'UNESCO. Alors, je reviendrai quand même sur la question de mon confrère ami Alima Mongala, qui a posé la question sur la révolution, qui n'est pas une première, parce que, comme vous dites vous-même, vous êtes un produit de la lutte extérieure. Cette révolution est prônée depuis un certain temps sans aucun fruit. Mais vous n'avez pas peur de ce que, si cette révolution arrivait un jour, que vous perdiez le fil conducteur de cette même révolution et que ça soit récupéré par d'autres personnes. Voilà. Merci. Ah, ok. Bon, en fait, je m'attendais à ce qu'on me pose la question sur mon séjour pour donner la réponse. Parce que je considérais pour ma part que c'était nécessaire, mais ce n'était pas une priorité pour la première partie. Effectivement, j'ai quitté le pays, si je ne m'abuse pas, c'était le 27 avril, si je ne m'abuse pas. Le 27 avril, j'étais à Harare. C'est là où j'ai pu avoir le visa. N'oubliez pas que je suis un passionné de la lecture. Si Dieu me fait grâce, je vais continuer mes études en Grèce. Alors, lorsque je suis arrivé, d'abord j'ai lancé le message. Il y a eu des réactions. Il y a des gens qui ont commencé à m'inviter. J'ai participé dans plusieurs activités. Je me suis permis de rencontrer le Force Vive, tout ce qu'il y a comme organisation, en ma connaissance, des organisations de résistants. J'étais avec nos pères de la Pareco, j'étais avec CCDP, j'étais avec Agir, nous étions avec Front Populaire, une nouvelle organisation qui s'est créée à Paris. Nous étions avec d'autres organisations, nous avons rencontré certaines personnalités, nous avons échangé avec d'autres personnalités telles que Papa Mkwebe au téléphone, bien qu'il y ait un problème de synchronisation. Nous sommes entrés en contact avec des organisations parce que ce sont ces organisations qui ont créé les déclics en nous. Nous avons échangé, peut-être vous serez surpris, toutes, sans exception, sont d'accord pour que nous créions une dynamique et de ceux qui sont ici et de ceux qui sont au pays, dans le respect de la procédure et de la vision que nous allons établir ensemble. Donc, pour moi, c'est déjà un pari gagné. De voir que nos aînés, dans le combat, ont compris notre démarche et ils veulent ensemble que nous puissions travailler en osmose, en synergie. J'ai pu rencontrer aussi d'autres politiciens des autres pays. Parce que, par exemple, en Suède, j'étais en contact avec un parti politique, les centristes, qui sont au pouvoir, avec les socialistes, qui travaillent en synergie avec la présidence. Et donc, avec le gouvernement, nous avons échangé avec eux. Et je crois qu'on va travailler en collaboration, justement, pour certains domaines. Nous sommes entrés en contact avec d'autres autorités des autres pays. C'est-à-dire que je ne peux communiquer sur ceux qui ont accepté qu'on en parle. Mais pour le reste, c'était dans la confidentialité. Je suis en obligation de ne pas en parler. Mais ceux qui sont membres du parti, ceux qui ont participé dans les réunions stratégiques du parti, savent que nous étions en contact avec tel, avec tel, avec tel. Parce qu'ils sont en train d'abord de nous observer avant que nous rendions public ce que nous faisons. Par rapport à l'échec du passé, sincèrement, moi, je ne pense pas que vous avez échoué. Personnellement, je ne pense pas que la résistance a échoué.
Personnellement, je ne pense pas que ceux qui ont prôné la révolution populaire, le soulèvement ont échoué. Non, ils ont franchi plusieurs étapes. Mais peut-être que ce que certains appellent révolution, ou ce que nous pouvons considérer comme des actions publiques dans le sens de renverser le pouvoir, peut-être qu'ils n'ont pas atteint ça. Mais nous ne sommes pas dans cette logique-là. Dans cette logique de considérer que vous avez échoué. Nous pensons que vous avez évolué. Peut-être que l'élément déclencheur, comme l'avait dit notre concitoyen, n'est pas encore arrivé. Mais vous avez pu conscientiser toute la République. Est-ce que vous pouvez vous imaginer aujourd'hui, dans le débat, que ce soit nous de l'opposition, que ce soit ceux qui prétendent être au pouvoir, tous nous faisons référence à ce que vous disiez il y a de cela plusieurs années. Il y a des citations dans des débats où on parle de ce que Mwanda avait dit, de ce que Odombo avait dit, de ce que tous vous avez dit. C'est-à-dire que la population commence à prendre conscience, mais ce qui nous manque, c'est l'organisation adaptée à cet objectif. Et j'ai été direct avec nos concitoyens vivant ici, je leur ai dit, la plus grande faiblesse que vous avez la capacité de déceler les faiblesses de l'autre, mais vous n'avez pas la capacité d'apporter une alternative. Ne vous limitez pas seulement à combattre ceux qui font mal, arrivez aussi à apporter une vision en termes d'alternative. Désirez avoir le pouvoir. C'est à ces moments-là qu'on va sentir que oui, vous combattez ce qu'il y a, mais vous proposez autre chose. Il ne suffit pas seulement de dire tel est occupant, tel est collabo. Que faites-vous au-delà de ça? Et nous avons aussi insisté sur le fait qu'il faut qu'il y ait une offre politique qui soit adaptée à nos réalités. On va certainement mettre de côté tous les éléments malicieux, mais on ne va pas recommencer la vie à zéro. On va tenir compte des acquis, on va prendre le point fort, le point faible, et puis on va corriger. Donc c'est comme ça que nous voyons. Je suis convaincu que si nous nous organisons en interne, nous qui pensons que les choses vont très mal, on pourra changer les choses. Et d'ailleurs, ça devient un impératif. Parce qu'aujourd'hui, peut-être les gens ne se rendent pas compte. Ce sont les grands ensembles qui vont subsister. M. Félix Sekedi ayant la signature, il pensait être plus populaire, mais il a pu recruter d'autres forces pour constituer ce que lui considère comme l'union dite sacrée. Du côté de l'opposition classique, c'est-à-dire ceux qui sont dans la continuation de la pratique tshisekedienne et consorts, ils s'organisent aussi à leur niveau. Mais ce qui est surprenant, ceux qui pensent différemment vivent de manière éparse. On va nous écraser. Pour que nous arrivions à fédérer nos énergies, nous devons le mettre ensemble et comme ça, on va orienter autrement les choses. Je suis convaincu que la révolution est possible. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? La question est la suivante. Aujourd'hui, quand on vous entend parler, c'est comme si l'objectif pour vous, c'est la révolution. Non. L'un des objectifs. La deuxième question, c'est ceux qui participent au processus électoral aujourd'hui, ils commettent une erreur pour vous? Que je réponds directement? Oui. Ok. Sincèrement, je considère que les degrés de pollution de l'environnement ne nous permettra nullement d'avoir des élections à même de s'adapter aux réalités de la Constitution et des lois de la République. Qu'est-ce que moi je constate? Ça, ce sont des faits, ce sont des évidences. La loi dit, en ce qui concerne la désignation de membres de la CENI, 5 membres pour la société civile, 6 membres pour cette fameuse majorité, 4 membres pour l'opposition. Qui peut me garantir que l'opposition se reconnaît aux 4 personnalités de la CENI? Personne. Ce qui veut dire que le jeu est déjà biaisé d'avance.
Parce que dans la désignation de membres de la CENI, ceux qui sont au pouvoir se sont décidés de choisir les personnes de leur choix. C'est déjà un problème. On fixe la norme dans la loi. Cette loi a été faite de manière mécanique et le grand débat n'a pas eu lieu. L'opposition ne se reconnaît pas dans cette loi. On va dans l'opérationnalisation. On enrôle les bébés. Je m'imagine même les fœtus sont enrôlés et lorsqu'il y a eu clameur publique, les gens se sont dit non, voilà, c'est vrai, il y a eu tout ce qu'il y a eu, mais il y a possibilité de corriger. Non, non, on ne peut pas corriger sans sanction. Comment voulez-vous, quelqu'un qui est formé pour enrôler, la loi dit il faut avoir la majorité, 18 ans révolus. Vous voyez un bébé porté par une maman irresponsable, vous prenez le bébé en photo, vous l'enregistrez et puis vous dites que vous allez les extirper du fichier. Mais qui nous garantit que le fichier sera bien nettoyé? Parce que ce sont les mêmes délinquants qui l'ont fait, qui sont là. Ils ont la volonté de biaiser le processus électoral. La cartographie telle que faite. Il y a un problème. Sans entrer dans la participation ou la présence des étrangers. Là déjà, il y a un problème. Lorsque nous disions attention avec ces processus, vous êtes en train de faire le lit. On n'a pas été compris. Mais aujourd'hui, le voix commence à s'élever pour dire qu'effectivement, il y a eu des problèmes, on doit recommencer. Non, il y avait possibilité d'anticiper. Tout celui qui ira aux élections, il ne le fera pas pour le pays, il le fera pour se positionner. Parce que si le processus est biaisé, il n'y aura rien. Quelle est la finalité du processus électoral? N'est-ce pas de mettre fin à la crise de légitimité? Si déjà la CENI est animée par des gens illégitimes, pensez-vous vraiment qu'on aura de bonnes élections? C'est le gangstérisme que nous vivons au pays. On va proclamer, démocratiquement proclamer Félix Tshisekedi. Ce n'est pas intéressant. Mais on va dépenser près de 1 milliard de dollars pour avoir des élections bâclées. Et à la fin, on va nous dire, non, comprenez, c'est 5 ans, ce n'est pas tout ça. Moi, sincèrement, je pense, bien qu'il y a ces débats-là au sein du parti, je pense que l'on doit se ressaisir. De mauvaises élections ne vont rien apporter. On va continuer dans les contestations. N'avons-nous pas droit à avoir un pays assez normal? Pas des élections parfaites, mais de bonnes élections, c'est possible. Mettons d'abord de côté cette aventure, organisons-nous autrement, et puis on va continuer. Donc je considère pour ma part, même ceux qui veulent participer à ces élections, ceux qui prétendent être dans l'opposition, n'ont pas la capacité de dire non. Justement parce qu'ils dépendent des centres d'intérêt. Voilà. Bonjour, monsieur Bourgeois, je m'appelle Syriac Loussilou. Je suis acteur politique ici en Belgique. Je suis surpris que quand vous parlez de la situation du pays, vous ne commencez pas par les génocides. Parce que ici en Belgique, nous avons déclaré qu'au mois d'août, le 2, nous fêtons les génocides congolais. Nous déplorons. Nous déplorons les génocides. Je voulais voir en tant que politicien. La deuxième question. Les pays qui ont fait la révolution, quand vous parlez de la révolution, ils l'ont fait parfois de l'extérieur. Je prends l'exemple de l'Algérie, ils étaient à 7 quand ils ont commencé. Je prends le Cuba, ils étaient à 5 quand ils ont commencé. Quelle est votre approche de la structuration de la révolution dans la diaspora? Que je réponde pour ne pas oublier ce fait. Oui, j'en ai parlé, mais avec mes mots. Génocide. J'ai dit, il y a des enfants qui sont tués, on continue à nous tuer. J'en ai parlé à ma manière, et je crois que ça corrobore avec votre inquiétude. C'est ce que nous faisons chaque jour. C'est que moi, je ne veux pas, ou c'est que moi, personnellement, je ne veux pas que nous restions dans cette philosophie-là de pleurnichard. Nous sommes blessés. Dans notre fort intérieur, nous avons été humiliés. Mais que faisons-nous? Comme on dit chez nous,
Moi, mon bal, aller là, caler là. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas de ne pas reconnaître ce qui a été fait, mais de chercher à trouver des solutions. Je vous encourage. Vous, au moins, vous prenez conscience qu'il y a eu de morts. Mais dans notre gouvernance, on ne les sent pas dans le budget. Il n'y a même pas de signe que nous avons été tués. C'est vous qui relayez cette information. Mais sur le plan institutionnel, on n'en parle pas assez. Est-ce que vous savez, nous savons tous qu'il y a un rapport, le rapport mapping, qui est en lien avec ce qu'il y a eu comme génocide, qui fait la promotion en dehors du docteur Mukwege. Martin Fayulu en parle aussi, il faut le reconnaître avec d'autres politiciens. Mais sur le plan institutionnel, il n'y a pas de répondant. Donc, nous tous, nous savons qu'il y a eu effectivement génocide. Et ça continue. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Même ce qui s'est fait dans le plateau de Bateke, c'est une sorte de génocide. On est en train de décimer, de tuer les Téké. Personne n'a le courage d'en parler. On tue les Téké. Les gens n'en parlent pas. Ce sont des choses que nous devons tous condamner, nous devons tous fustiger. Alors, par rapport à la révolution, je voudrais déjà nous dire il y a des pays qui ont été occupés par les étrangers, l'administration tenue par les étrangers. Je prends l'exemple de la France. L'Allemagne vient dominer, fait l'occupation en France. Ce sont les Allemands qui dirigent. Mais ici, chez nous, c'est un peu différent. S'il vous plaît, chers concitoyens, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les occupants eux-mêmes n'ont pas de fonction. Ils utilisent ce que nous pourrons appeler les pantins. C'est-à-dire que l'intelligence qu'il y a dans ce que nous vivons est différente de ce qu'il y avait. Ceux qui sont forts, ils viennent vous dominer avec leur armée. Mais ici, il y a infiltration et on joue sur les esprits de ceux qui sont au pouvoir. Il y a une grande complexité chez nous qu'ailleurs. Parce que si vous prenez par exemple les symboles du pouvoir pendant la Révolution française, les Allemands avaient dominé pratiquement. C'est-à-dire qu'on pouvait cibler, ça c'est le symbole de pouvoir, on doit les attaquer. Mais chez nous, c'est différent. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un, on le met là, on l'appelle commandant suprême, chef de l'État, mais qui a peur de faire la guerre. Et puis, les gens agissent à distance. C'est lui qui est là et notre frère. Ceux qui sont là sont nos frères. Le combattre, c'est très difficile que combattre qu'un étranger. Parce que si le Rwanda avait son administration chez nous, on voit que tel est Rwandais, c'est l'armée qui domine. Là, on allait opérer autrement. Ce que nous avons aujourd'hui, ça demande beaucoup d'intelligence. Je l'ai dit quelque part, on doit être plus intelligent que les Français. Parce que notre situation est différente. Donc, nous sommes dans l'idée de toucher la population. S'il y a l'élément déclencheur pour que le peuple puisse se prendre en charge, on procédera par cette révolution. Et l'essentiel pour nous, c'est de créer effectivement, on ne va pas révolutionner ou amener la révolution avec la masse. Non. Un noyau, des gens qui comprennent, et puis il y aura un effet d'entraînement où les autres vont accompagner. Parce que je ne vois pas mobiliser tout le monde ensemble. Et il y a des gens qui disent non, il faut qu'on arrive à mettre dans la rue 1 million de personnes. Ça ne sera pas possible. Ou ça sera difficile. Mais s'il y a ne fût-ce que 5000 personnes déterminées, les autres viendront. Et nous conscientisons la population justement pour la préparer à ça. Peut-être que ça sera une information. Nous avons beaucoup travaillé. Nous sommes arrivés jusqu'à avoir une forte pression en interne. Nous avons, en tout cas, nous sommes sacrifiés. Je n'étais pas les seuls. Il y avait le Prince Epenge, le Nico Baenge, le Steve Kiwata, tous ces gens. Nous avons fortement travaillé. On faisait des descentes, tout ça. On s'organisait pour amener la population. La population a compris notre démarche. Paf! Les leaders ont effectué des voyages et la tension commençait à baisser. C'est-à-dire que quelque part, ce qui nous manque, c'est la qualité que vous avez. Vous êtes indépendant, vous êtes libre. Vous pouvez libérer un peuple. Mais
là, ça devient un problème. Parce que c'est lui qui veut libérer le peuple. Si lui-même n'est pas libre, ça sera difficile. Non, l'ambassade a envoyé, non, il faut qu'on arrête. Non, on arrête quoi? Moi, je ne dépends pas des ambassades. Moi, je ne me bats pas pour la communauté internationale. Je me bats pour ma dignité et pour mon peuple. Je n'ai pas besoin de comprendre ce que l'ambassade dit et ainsi de suite. Donc, ce sont ces problèmes-là. Je pense que vous êtes mieux outillés en termes de connaissances, en termes de stratégie. Vous êtes mieux outillés pour que nous arrivions à condition de mettre un noyau, une dynamique. Et... Ça va avec Oui, ça va. Oui, je suis Isaac Awazi. MSC Lambda, c'est un Congolais. Ah, ça passe? Non, il y a quelqu'un qui parle derrière. Ah ouais, je m'appelle Isaac Awazi. En fait, je suis Congolais qui vit en Belgique, comme tout autre Congolais, mais je vous suis quand même souvent. En fait, je voulais que vous soyez un peu, peut-être que je ne sais pas, je suis venu en retard, je m'excuse, mais si vous pouvez essayer de m'expliciter sur l'audit de l'OIF au niveau des fichiers électoraux. C'est quelque chose que j'ai appris le matin, mais je n'ai pas pu bien comprendre comment est-ce que l'OIF, par quelle voie ils peuvent se retrouver au niveau de la CENI aujourd'hui pour essayer d'auditer le fichier électoral. Bon, pour moi, ça m'a dépassé. Je n'avais pas bien compris. Et comme je savais que je serais avec vous aujourd'hui, et vous êtes sur le terrain, vous avez les moyens de bien expliciter et nous expliquer pourquoi ces choix de l'OIF. Et vous savez, quand je parle de l'OIF, vous savez qui est derrière. Je ne peux pas commencer à citer les noms, mais je suis juste intrigué pour ça. Voilà ma préoccupation. Merci beaucoup. On peut vous répondre. Bien que l'OIF a décliné l'offre. Ils ont refusé. Est-ce qu'on peut... Il va vous répondre après. On passe là, oui. Présentez-vous et puis... Monsieur Volodia, bonjour. Bonjour. Xavier Brandonk, simple citoyen. Simple. Simple citoyen. Ah, ok. Merci pour cette présentation, cet échange. Deux questions. La première, je peux être irrévérencieux, mais peut-être un peu jouer l'avocat du diable. Vous vous présentez comme un progressiste. Moi, je vous entends plutôt comme un révolutionnaire. Vous parlez de cette très belle idée qu'est la révolution. Mais est-ce qu'un révolutionnaire doit, pour agir, créer, sans être très au courant de la politique congolaise, mais un 283e parti au pays, parce qu'il y a quand même de nombreux partis mouvants au pays, et être nommé président? Pour moi, ça ne fait pas très révolutionnaire, donc j'ose vous poser la question. Deuxième chose, la révolution, c'est beau, mais on n'est pas rêveur, on sait qu'il y a un risque de la révolution. Êtes-vous prêt à voir le sang couler dans les rues de Kinshasa? Merci. Si je ne réponds pas, je risque d'oublier. Non, répondez et puis le micro, c'est... Oui, je voudrais d'abord réagir à la question de notre concitoyen. Vous savez, si nous étions un peuple souverain, si nous étions un pays sérieux, l'OIF ne pourrait même pas être cité dans le processus électoral. En réalité. C'est-à-dire que les élections relèvent du domaine de souveraineté. C'est à nous de décider sur le comment, quand organiser nos élections. Mais le fait seulement que les gens nous considèrent comme des enfants qui attendent le bonbon de la part de voisins, tout le monde peut s'y mixer facilement. Quel est le rôle de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie? Nous sommes membres de l'OIF. Qu'est-ce qui nous a attirés? Ce sont les avantages. Avons-nous ces avantages? Je ne pense pas. Je ne suis pas contre l'OIF, mais je considère qu'il y a une sorte de déviationnisme. Aujourd'hui, l'OIF ne fait plus la promotion de valeurs pour lesquelles nous sommes membres. Je vous donne juste un exemple. L'OIF prône pour la démocratie. Le Rwanda n'est pas un pays démocratique. Et ce qui est encore surprenant, la promotion de la langue. Le Rwanda n'a pas comme langue officielle le français. Le français est relégué à la 4e ou 3e langue chez eux là-bas. Mais nous sommes un pays essentiellement francophone. Même mon nom, c'est en français. Voyez-vous? C'est-à-dire que l'OIF a été dénaturé parce que c'est un instrument de domination. Aujourd'hui, l'OIF
est une stratégie de la France pour garder une certaine culture. Je ne suis pas totalement contre, mais je considère pour ma part, devenons sérieux, ayons une bonne administration, les gens ne viendront pas dans notre processus. Par ailleurs, il y a un élément essentiel que vous devez reconnaître. Si vous trouvez la communauté internationale ou certaines organisations internationales s'y mixer sur nos questions, parce qu'ils savent qu'en face du régime, il n'y a rien. Le fait seulement qu'on ne sent pas l'opposition, la société civile est totalement vendue, ça devient un problème. Donc, soyons responsables pour être libres. Par rapport à l'idée de la révolution. Bon, créer un parti politique. On n'avait que deux possibilités. Soit on crée un parti politique, soit on prend les armes. On n'avait que ces deux possibilités. Parce qu'il n'y a pas de point intermédiaire. C'est-à-dire que si nous prenons les armes, on fera comme les Bemba et consorts. Pour nous, on considère que ce n'est pas sérieux. On joue sur le peuple, sur la population. Et dans cet aspect de choses, il faut être reconnu pour organiser les actions. Ce sont là les réalités de notre pays. Nous ne pouvons pas, nous, commencer à organiser des marches, commencer à organiser des actions, si nous ne répondons pas à la loi. Nous sommes dans la démarche de la révolution, sauf peut-être si vous prenez la révolution dans son sens régalien du terme, ou dans son sens historique. La révolution, c'est justement cet état d'esprit qui veut révolutionner, c'est-à-dire amener un changement radical, sans nécessairement prendre les armes. C'est possible. Il y a eu des révolutions telles que Mahatma Gandhi a mené une révolution à sa manière, sans armes. C'était une révolution parce qu'il a réfléchi autrement. Et il a imposé une philosophie. Sincèrement, je vous dis ici, si la libération du Congo va nécessiter le sang, sincèrement, je ne serai pas loin de prendre ces décisions. Mais cependant, ce n'est pas à moi de décider. Parce que ce qui est vrai, on a des gens qui ne veulent même pas nous donner la possibilité de nous exprimer. Vous nous privez la liberté de parler. Vous ne voulez même pas respecter nos lois. Vous voulez qu'on fasse quoi? Si on me pose la question, ok Alain, peux-tu accepter de mourir pour que les choses évoluent? Ne me posez même pas cette question, faites-le. D'ailleurs, je ne sentirai même pas la douleur de la mort parce que je sais que même avec la malaria, je peux mourir. Mais ce que nous voulons, que notre mort ne soit pas en vain. La majorité des Congolais, à ma connaissance, sont prêts de se sacrifier pour cette nation-là. Ils sont nombreux. Mamadou Ndala, 1977, il avait mon âge. Les jeunes de l'ECD, comment il s'appelle? Aussi. Oui, non, l'autre là, les jeunes de l'ECD. Kalala. Oui. Il a été tué pour le pays. Rossi Mukendi. Ils sont nombreux. Il y a des gens qui se sacrifient. Mais le mal maintenant, chaque fois qu'ils meurent après leur mort, on rentre encore dans le même système. Voilà pourquoi nous pensons une révolution pacifique, oui, c'est ce que nous prenons. Mais si cette révolution pacifique n'est pas possible, advienne que pourra. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Monsieur Alain Bolojwa, Alain Isanga. Président Alain Bolojwa, j'ai deux questions à vous poser. La première question, c'est par rapport à la guerre de l'Est. Comment voyez-vous qu'on peut terminer? Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse en finir? Et deuxième question, c'est toujours à quelques mois de la présidentielle 2023. On voit les deux camps se dessinent clairement, le camp l'Union sacrée, et puis les autres, les Katumbi, Fayulu, Matata Mponyo et Deli Sessana, je crois. Vous ne prenez pas position, on ne comprend pas. Vous créez un parti politique, vous refusez de vous plonger et vous criez au loup avant même que les choses puissent commencer. Essayez un peu d'éclaircir votre position. Vous créez un parti politique avec des membres. Nous, on croyait qu'Alain Bolojwa sera
candidat président. D'autres disent qu'il est candidat président, d'autres disent qu'il fait la guerre avec Jean-Pierre Bemba pour l'Équateur, on ne sait même pas. Mais vous-même, c'est comme si c'est question de moyens, question d'argent, question de quoi. C'est comme si vous hésitez encore à quelques mois de la présidentielle. Merci beaucoup. Oui, je commence par la deuxième question parce que la première, vous allez comprendre, agir autrement. C'est ça. Par rapport à la deuxième question, le processus électoral, pourquoi on ne peut pas se jeter dans l'eau. Déjà, dans la question, j'ai compris, c'est comme si le monde est en noir et blanc. Soit vous êtes avec Félix, ou soit vous êtes avec Fayou. Non? Ou soit vous êtes avec ceux qui sont dans l'opposition classique. Non. Le monde n'est pas en noir et blanc. On peut être ni pour Félix, ni pour les autres. On est pour quelque chose, pour une autre pensée. Notre position est connue. Nous voulons la révolution. Notre position est connue. Peut-être les gens n'ont pas la culture de supporter d'autres positions parce que nous sommes dans une sorte d'accoutumance, dans une sorte de carcan en termes de réflexion. Non, voilà, soit on est de gauche, soit on est de droite. Je peux être devant, je peux être derrière, je peux prendre une autre position en dehors de ces deux-là. Pour moi, Félix Tshisekedi, il est exclu du système parce qu'il n'a pas les valeurs nécessaires pour être une tendance politique. Peut-être avec les autres, on peut en discuter. Dans la configuration actuelle, nous avons ceux qui sont avec Kabila, les créateurs de M. Félix Tshisekedi, qui fait semblant d'être en dehors de son mariage contre nature. Il y a M. Félix Tshisekedi, il y a de ceux qui veulent vivoter. Comme nous ne sommes pas avec Félix, essayons d'exister en créant une tendance, faisant pour ne pas trop faire ombrage